Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre cet après-midi les travaux des sénateurs. Et on va parler aujourd'hui du démantèlement des centrales nucléaires. Alors que l'arrêt de la centrale de Fessenheim a été lancé, la Cour des comptes a publié un rapport sur le coût du démantèlement des centrales nucléaires en France. Les sages de la Cour des comptes estiment que ce coût a été mal évalué et ils pointent du doigt le calendrier de ce démantèlement. Pour en parler, les sénateurs ont auditionné hier les acteurs concernés, EDF, le ministère de la Transition écologique, ainsi que la Cour des comptes. Je vous propose de regarder cette audition. Ce rapport s'inscrit dans un historique de production de la Cour des comptes sur le secteur électronucléaire. Pour cette nouvelle enquête, l'instruction très dense s'est déroulée entre avril et octobre 2019 pour répondre au calendrier qui avait été établi avec vous, avec de nombreuses rencontres d'acteurs institutionnels, mais aussi de représentants de collectivités locales, de représentants d'associations, et puis des visites sur le terrain parce que c'est essentiel. La phase de contradiction s'est déroulée entre novembre et janvier 2020, novembre 2019 bien entendu. Des auditions ont été organisées avec les principaux acteurs, EDF représenté ce soir, le CEA, la Direction générale de l'énergie et du climat représentée par son directeur général également, la DGPR, l'autorité de sûreté nucléaire et RTE à sa demande. Alors avant d'aller sur le cœur du sujet, on souhaitait visualiser le développement de la filière électronucléaire française depuis les années 60. Et finalement, ce schéma figure deux générations d'installations. La première génération, qui est figurée en bleu, a accompagné le développement des diverses technologies par le CEA. La deuxième, figurée en rouge, correspond à l'installation à grande échelle des réacteurs à eau pressurisée, encore exploités aujourd'hui par EDF, et des usines de retraitement et d'enrichissement qui sont sous la responsabilité d'Orano, je précise, antérieurement Areva SA et Cogema. Toutes les installations nucléaires ont vocation à être arrêtées un jour. Mais il est à noter que les arrêts d'installations nucléaires passés, celles de la première génération, l'ont été du fait de leurs exploitants, sauf pour Superphénix. En revanche, les futurs arrêts des installations du parc électronucléaire, dites de deuxième génération, s'insèrent dans le cadre législatif de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Je rappelle que cette loi prévoit, d'une part, le plafonnement de la puissance installée à 63,2 gigawatts et la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité à une date reportée à 2035 par une loi récente énergie-climat. La deuxième partie du schéma figure le démantèlement, parce que lorsqu'on a arrêté une installation, c'est suivi du démantèlement. Et en France, sur les 126 installations nucléaires de base déclarées au 31 décembre 2018, 36 étaient définitivement arrêtés et en cours de démantèlement, mais auparavant, 33 installations nucléaires de base ont été complètement démantelées et sont aujourd'hui déclassées. C'est dire que le démantèlement des installations à l'arrêt aujourd'hui s'étendra jusqu'à la fin du siècle, c'est ce que figure le schéma. Oh là là! Oui, on est toujours sur le schéma. Et celui concernant les installations arrêtées dans les prochaines décennies pourrait aller au-delà du siècle en cours. Nous passons aux principaux constats. Très rapidement, pour faciliter la compréhension des enjeux, tout en reprenant les points majeurs du rapport, je vous propose de retenir 8 constats qui sont figurés en une diapositive et assortis d'une ou deux recommandations. Le premier constat. La fermeture de Fessenheim est issue d'un processus que nous avons qualifié de chaotique. Sont identifiés dans ce schéma, que vous retrouvez d'ailleurs dans le rapport, page 36, en vert, les positions, décisions ou avis de l'État depuis la promesse de la fermeture annoncée par le président de la République en 2012. En bleu, dessous, les positions affichées par EDF, avec la gestion d'ailleurs difficile du découplage de la fermeture de Fessenheim et la mise en service différée de l'EPR de Flamanville. Au fil des déclarations des actes réglementaires, une certaine confusion a été entretenue sur les responsabilités respectives de l'État et d'EDF.
Ce processus a finalement débouché en septembre 2019 sur la signature du protocole d'indemnisation et l'envoi, je précise, par EDF, de la déclaration d'arrêt. Deuxième constat. La fermeture de Fessenheim s'avère coûteuse pour l'État. 3 remarques. Première remarque, le protocole reste imprécis sur certains points de sa rédaction. C'est la raison pour laquelle le rapport recommande d'y apporter des précisions par voie d'avenant. Deuxième remarque, le protocole reste favorable à EDF malgré une étape de renégociation. Il prévoit en effet 2 postes d'indemnisation. L'indemnité initiale couvre le coût d'anticipation des dépenses liées à la fermeture. Elle est évaluée à 370 millions d'euros, mais compte tenu d'un taux d'actualisation particulièrement élevé, un paiement échelonné tel qu'il est prévu jusqu'à 2024 se solderait par un surcoût estimé à 73 millions d'euros. D'où la deuxième recommandation de verser l'indemnité initiale dès 2020. Deuxième partie d'indemnisation, celle relative aux bénéfices manqués, essentiellement fonction de l'évolution des prix de l'électricité sur une très longue période puisqu'elle court jusqu'à 2041 et ce, sans fixation de prix plafond susceptible de limiter le risque pour l'État. La Cour a établi un certain nombre d'hypothèses et le graphique projeté illustre la sensibilité du montant de cette indemnité, de cette deuxième partie d'indemnité pour bénéfices manqués, à différentes hypothèses de prix de l'électricité. Troisième remarque, ce n'est pas la plus importante, l'État va devoir soutenir financièrement les territoires concernés par la fermeture. La Cour a examiné à votre demande les mesures d'accompagnement des collectivités territoriales qui sont présentées comme exceptionnelles pour lisser la perte des recettes fiscales dues à la fermeture. Pour autant, les collectivités locales estiment aujourd'hui que la question des versements au Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, n'est pas résolue et nous avons noté que la ministre chargée de la cohésion des territoires s'était engagée ces dernières semaines à réouvrir ce dossier particulièrement sensible. Troisième constat. La trajectoire des fermetures de centrales existantes doit être anticipée. C'est un enseignement important. En effet, le parc électronucléaire a été construit pour l'essentiel sur une courte période d'environ une quinzaine d'années. Donc, si on optait pour une durée de fonctionnement identique pour tous les réacteurs, eh bien, ça conduirait à démanteler et à déclasser le parc sur une période aussi courte. Une telle hypothèse qui produit un effet falaise n'est pas soutenable. C'est la raison pour laquelle une trajectoire intermédiaire doit être définie, mais la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ne sera prescriptive que jusqu'en 2028. Or, les scénarios qui sont projetés sur l'écran illustrent l'importance des enjeux ultérieurs, au-delà de 2028. En outre, la Cour relève que tout écart entre les anticipations de l'entreprise et celles de l'État comporte un risque d'indemnisation, à l'instar du cas de Fessenheim. Il est donc important que la trajectoire de fermeture soit définie dans des documents de planification afin que le délai de prévenance soit suffisant pour une mise en cohérence avec les schémas stratégiques d'EDF. S'ensuit donc la recommandation de porter à 15 ans le volet relatif au mix électrique de la PPE et de renforcer corrélativement la stratégie nationale bas carbone. Par ailleurs, la chronique des arrêts détermine le rythme des démantèlements qui eux-mêmes ont une influence sur la gestion des déchets radioactifs et celle du cycle amont du combustible nucléaire. D'où notre recommandation d'une meilleure articulation de la PPE, du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, le PNG-MDR, et d'une stratégie de démantèlement à 10 ans. Quatrième constat. Les démantèlements en cours sont soumis à de multiples contraintes et enregistrent des augmentations de coûts. En effet, les exploitants doivent respecter d'abord des obligations en matière de délai et de coût, puisque l'article R 593-25 du Code de l'environnement prévoit un démantèlement immédiat dans des délais aussi courts que possible et dans des conditions économiques acceptables.
S'y ajoute la prise en compte de la démarche de référence de l'autorité de sûreté nucléaire qui préconise l'assainissement dit complet, c'est-à-dire une totale remise en état permettant le déclassement des zones nucléaires après retrait de toutes les substances dangereuses. Parallèlement, les exploitants font face à certaines contraintes, d'abord des contraintes techniques que la Cour ne méconnaît pas, avec une complexité des opérations, une ancienneté des installations ou encore, sur certains sites, un retour d'expérience limité à l'échelle internationale. Ils doivent également intégrer des contraintes financières. Pour Orano et EDF, il s'agit de leur obligation de provisionner les charges de démantèlement. Pour le CEA, il s'agit de tenir avec sa dotation budgétaire annuelle qui est fixée à 740 millions d'euros par an. Et d'ailleurs, au vu des montants engagés et des difficultés rencontrées par le passé par le CEA pour mener à bien ces opérations de démantèlement, la Cour regrette qu'il n'y ait aucun indicateur de performance qui permette de suivre la réalisation financière de ces opérations d'assainissement et de démantèlement, d'où la recommandation qui figure au bas de la diapositive. Conséquence de ces contraintes, les exploitants ont enregistré de très fortes augmentations des coûts prévisionnels pour les démantèlements en cours. Entre 2013 et 2018, les devis ont quasiment doublé pour EDF, plus 4,5 milliards d'euros, et ont augmenté de près de 3,2 milliards pour le CEA et d'1 milliard pour Orano. Constat numéro 5. Les stratégies de démantèlement des exploitants révèlent des démarches d'assainissement variables et globalement un allongement des délais. À raison des contraintes que je viens de mentionner, eh bien, les exploitants limitent leurs engagements en termes de niveau d'assainissement et privilégient plutôt des scénarios de réutilisation industrielle des sites, lesquels justifient pour eux la mise en œuvre d'assainissement dit poussé plutôt que complet, et c'est notamment le cas pour Orano et pour le CEA qui ne sont pas là ce soir. Par ailleurs, les stratégies de démantèlement reflètent un allongement des délais, ce qui atténue bien sûr la charge financière à court terme, mais conduit à alourdir les devis des opérations à terminaison du fait des coûts de maintenance et de surveillance des installations en attente. C'est notamment le cas du CEA qui diffère ses opérations de démantèlement au profit d'opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens qui n'ont pas été pris en charge. Et ainsi, les coûts d'entretien, de surveillance, d'exploitation associés au site en cours de démantèlement accusent une augmentation de plus de 1,1 milliard pour le CEA. Du côté d'EDF, mais ils pourront en témoigner, le changement de stratégie de démantèlement pour les réacteurs à uranium naturel graphite-gaz, qu'on appelle UNGG, reporte en moyenne l'achèvement du démantèlement de 66 ans. C'est le sens du tableau qui vous est présenté sur la diapositive et qui conduit la Cour à recommander de prendre davantage en compte pour chaque réacteur UNGG l'obligation de démantèlement dans des délais aussi courts que possible, comme prescrit par le Code de l'environnement. 6e constat. L'encadrement et le suivi réglementaire des démantèlements pourraient être plus efficaces. Les procédures administratives complexes, lourdes, engendrent elles-mêmes des délais souvent supérieurs à 3 ans pour les démantèlements et les déclassements. Le schéma projeté illustre les itérations successives entre l'exploitant, l'autorité de sûreté nucléaire et la Direction générale de prévention des risques. La Cour recommande donc une simplification de la préparation et du contenu des décrets de démantèlement assortis d'un pouvoir de décision accru de l'autorité de sûreté nucléaire pour leur mise en œuvre. Par ailleurs, et sur le fond, il nous semble que les autorités administratives semblent aujourd'hui parfois en difficulté pour apprécier les arbitrages qui sont proposés par les exploitants entre les différents objectifs législatifs et réglementaires de coûts, de délais et de niveau d'assainissement. La Cour rappelle sur ce point la nécessité d'un arbitrage politique qui devrait pouvoir s'appuyer et être porté
par la Direction générale de l'énergie et du climat comme chef de file. Enfin, dernier facteur de retard plus ponctuel, la réduction sensible de la taxe sur les installations nucléaires de base à l'arrêt ou en cours de démantèlement, intervenue en 2017 auprès du Parlement, n'incite plus les opérateurs à démanteler au plus vite les installations. Septième constat. L'évaluation des charges futures peut gagner en prudence et en exhaustivité. On ne part pas de rien. Le montant global des charges futures de démantèlement a été évalué par les exploitants nucléaires à 46,4 milliards d'euros fin 2018, en hausse, ça correspond aux augmentations de devis, de 8 milliards 4 par rapport à 2013 à périmètre constant. La loi prévoit que les exploitants procèdent à ces évaluations selon un principe de prudence. Sur ce point, et pour une prudence encore accrue, la Cour formule 2 recommandations. Les méthodes d'estimation des exploitants devraient mieux prendre en compte les risques et les incertitudes. S'agissant d'EDF, en documentant mieux les économies d'échelle attendues de la standardisation du parc des réacteurs, pour Orano, en réexaminant la couverture des risques potentiels identifiés dans sa trajectoire financière, et pour le CEA, en introduisant des marges pour risque dans la programmation budgétaire. Deuxième recommandation, le périmètre des charges de long terme devrait progressivement être étendu aux dépenses de post-exploitation ou aux dépenses dites de période. Dépenses de période, c'est les impôts, les taxes, les assurances. Mais cette extension est estimée à plus de 7 milliards d'euros pour EDF et 1 milliard pour Orano. Compte tenu de l'impact de cette évolution, il semble à la Cour qu'un provisionnement progressif ou avec un délai particulier pour en assurer la couverture par des actifs dédiés devrait être envisagé. Et nous arrivons au dernier constat, la sécurisation du financement mériterait d'être ajustée. La loi prévoit que les provisions actualisées des charges futures doivent être couvertes par la constitution d'actifs dédiés dont la valeur de réalisation doit au moins égaler celle des provisions. La Cour rappelle d'ailleurs l'obligation d'affectation exclusive de ces actifs à leur objet, quelles que soient les évolutions éventuelles de la forme juridique des opérateurs. 2 difficultés. D'abord, l'encadrement du taux d'actualisation des provisions est très sensible aujourd'hui aux variations conjoncturelles des taux d'intérêt et laisse de côté la question du taux d'inflation prévisionnel utilisé par les exploitants. Il conviendrait donc de retenir un plafonnement du taux d'actualisation réel plutôt que nominal. C'est le sens de la recommandation qui figure sur la diapositive et nous avons noté avec satisfaction que les ministres compétents avaient annoncé aux exploitants le passage à partir de 2020 à un plafonnement du taux réel sur la base d'une référence moins sensible à la conjoncture. C'est un élément d'actualité heureux. Deuxième élément d'actualité heureux qui fait suite également aux observations de la Cour, nous avions relevé que les provisions pour charges futures non liées à l'exploitation devaient être intégralement couvertes par des actifs dédiés avec un délai de retour à 100% sur 3 ans en cas de dépréciation de ces actifs. Or, les exploitants souhaitaient au moins 5 ans et c'est maintenant quasiment acté, mais au-delà, la Cour suggère la mise à l'étude de critères complémentaires d'analyse des risques et d'adossement actif-passif. Les exploitants ont déjà conduit des travaux en ce sens et, hélas, sur ce chapitre, la Cour relève que les provisions pour charges futures du CEA qui ne sont pas couvertes par des actifs dédiés devront être supportées par les générations futures et c'est un terme de conclusion important. Ainsi s'achève la présentation aussi succincte que possible du rapport qui vous a été remis à l'issue d'une instruction particulièrement dense dont vous me permettrez, Monsieur le Président, de remercier l'équipe de contrôle présente à mes côtés aujourd'hui. Nous souhaitons que ce travail puisse utilement éclairer votre commission sur une question déterminante pour la filière nucléaire, pour les exploitants
et qui nous engage collectivement vis-à-vis des générations futures. Nous nous félicitons que certaines recommandations soient a priori retenues par le gouvernement et nous formons le vœu, mais vous l'avez annoncé, que le rapport puisse contribuer à l'information de nos concitoyens dès lors que vous décideriez au sein de la Commission de le rendre public. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition. Merci infiniment, Madame la Présidente. Vous avez été en effet aussi succinct qu'il est possible pour un sujet qui nécessite quand même, je dirais, un peu de concentration, d'attention et de développement compte tenu de sa technicité. Je ne doute pas que Jean-François Husson, comme l'ensemble des membres de notre commission, s'associe aux remerciements que vous avez exprimés à l'égard de l'ensemble de l'équipe ayant conduit, je dirais, cette enquête. Jean-François, à toi la parole pour donner ton analyse, ta lecture et les questionnements en direction de la Cour, bien sûr, mais également des autres interlocuteurs que nous avons conviés pour cette présentation. Jean-François, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Messieurs, mes chers collègues. Je veux, comme vient de le faire le Président Eblé, d'abord commencer par vous remercier. Remercier la Cour des comptes pour sa présentation et peut-être de manière plus générale pour cette enquête, son enquête, qui apporte un éclairage intéressant et des analyses précises sur la question de l'arrêt et du démantèlement des installations nucléaires, dont l'impact sur les finances publiques va aller croissant dans les décennies à venir. Ce rapport, me semble-t-il, intervient en effet au bon moment, puisque la fermeture du premier réacteur de la centrale de Fessenheim vient d'avoir lieu le 22 février et que pour le deuxième réacteur, la fermeture est prévue au mois de juin. Il s'agit là d'ailleurs de la première fermeture d'une installation nucléaire de deuxième génération, une fermeture, dois-je le rappeler, qui résulte non pas de considérations techniques, mais d'une décision politique prise lors du quinquennat précédent et confirmée par le gouvernement actuel. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, cette fermeture imposée par l'État à EDF a donc donné lieu à une signature d'un protocole d'indemnisation le 27 septembre dernier. Mais la Cour estime dans son rapport, et je la cite, que ce protocole est trop imprécis pour éviter un risque de divergence d'appréciation et qu'il présente des risques financiers pour l'État et que les paramètres d'indemnisation sont globalement défavorables à l'État. Sur ce sujet, je souhaiterais donc poser 3 questions aux représentants de la Direction générale de l'énergie et du climat et d'EDF. Première question, pouvez-vous revenir sur la négociation de ce protocole d'indemnisation, évidemment par voie d'avenant? Seconde question, que répondez-vous aux observations et critiques de la Cour des comptes sur ce protocole? Troisième question, vous paraît-il nécessaire d'en préciser par avenant les modalités d'application? Je m'inquiète également pour l'indemnisation financière des territoires concernés par la fermeture de Fessenheim, en particulier, ça a été rappelé, Madame la Présidente, sur la question de l'accompagnement des collectivités territoriales qui vont subir des pertes fiscales. Pouvez-vous donc nous rappeler comment ces collectivités territoriales vont être soutenues financièrement par l'État? Deuxième question, comment résoudre la question des versements au Fonds national de garantie individuelle des ressources, qui a été évoquée, là encore, par la Cour des comptes? Alors que d'autres centrales vont être fermées à l'avenir, le rapport de la Cour montre bien qu'il est essentiel d'anticiper avec le plus de pression possible et le plus en amont possible également les réacteurs concernés de manière à limiter l'impact de ces fermetures. Leurs conséquences économiques, sociales, fiscales sont en effet très lourdes pour les territoires et les collectivités et représentent un coût également important pour les finances publiques puisque l'État devra à chaque fois indemniser EDF dès lors que ces fermetures résulteront de décisions politiques et non techniques et également indemniser les collectivités territoriales concernées. Or, le gouvernement est à ce stade bien en peine de définir une stratégie claire et robuste pour l'avenir du nucléaire qui permette de réduire sa part dans le mix énergétique
sans pour autant mettre en danger l'approvisionnement en électricité de notre pays. En effet, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, propose d'arrêter 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 pour porter à 50% la part du nucléaire dans notre mix énergétique à cette date. Je note en premier lieu qu'atteindre un tel objectif impliquerait que le développement des énergies renouvelables électriques soit suffisamment dynamique à cette échéance, ce qui, si on regarde la situation actuelle, est loin d'être le cas. Mais je constate, comme la Cour, que le projet de PPE ne va pas au-delà de 2029, alors que l'essentiel des fermetures de centrales est envisagé entre 2029 et 2035, ce qui prive de facto les acteurs concernés de visibilité. Il existe également des discordances entre la PPE, qui envisage la fermeture de certaines centrales dès 2025 ou 2027, ce qui nécessiterait une indemnisation par l'État, et la stratégie industrielle présentée cette fois par EDF à son conseil d'administration du 29 mars 2018, qui prévoit de son côté la fermeture de 2 réacteurs par an en moyenne à partir de 2029. Il y a là, convenez-en, de nombreuses incertitudes qu'il convient de lever. Je souscris donc à la proposition de la Cour des comptes selon laquelle la durée de la programmation pluriannuelle de l'énergie devrait être portée à 15 ans et beaucoup mieux s'articuler avec les autres outils de planification énergétique existants comme la stratégie nationale bas carbone. Je me permets d'ajouter d'ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de le faire à de nombreuses reprises par le passé, et je dirais en vain jusqu'à présent, je me permets donc d'ajouter que le Parlement devrait être associé de beaucoup plus près à l'élaboration de cette PPE, voire même que celle-ci devrait faire l'objet d'une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Je renouvelle donc ce souhait que je transforme en vœu, si cela pouvait en faciliter sa réalisation. En ce qui concerne les coûts et les délais de démantèlement des installations nucléaires, la Cour des comptes estime que les stratégies de démantèlement retenues par le CEA, Orano et EDF tendent à générer de fortes hausses des coûts de ces opérations. Dans le cas d'EDF, il s'agit notamment du choix de passer d'une technique de démantèlement dite sous eau à une technique dite sous air qui fait augmenter significativement la facture finale. La Cour évoque également la lourdeur des procédures administratives qui tendent à rallonger à l'excès les opérations de démantèlement, ce qui, là encore, a un fort impact en termes de coûts. Alors que la Cour propose de simplifier la préparation et le contenu des décrets de démantèlement, ou bien encore de mieux prendre en compte l'obligation de démantèlement dans des délais, je cite, aussi courts que possible, je souhaiterais savoir de façon très concrète et opérationnelle comment la DGEC et EDF comptent donc procéder à la fois pour réduire les coûts et les délais de démantèlement des installations nucléaires. J'en viens à la dernière partie du rapport de la Cour des comptes qui concerne les charges futures de démantèlement. La Cour considère que les évaluations de ces charges présentées par les exploitants, dont EDF, prennent insuffisamment en compte les incertitudes et les aléas susceptibles de survenir. Question, la Direction générale de l'énergie et du climat partage-t-elle ce point de vue et, si c'est le cas, compte-t-elle faire évoluer ses exigences vis-à-vis des exploitants? La Cour estime également que certaines dépenses inéluctables provoquées par l'arrêt définitif des installations nucléaires devraient être incluses dans ces évaluations et faire l'objet d'un provisionnement, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Il s'agit notamment du coût des opérations de préparation au démantèlement, des dépenses de post-exploitation des impôts et taxes. Alors que donc la question, et j'en termine par là, alors que le périmètre des charges à prendre en compte est défini par un arrêté du 21 mars 2007. Je conviens, c'était il y a plus d'une décennie, la DGEC compte-t-elle faire évoluer ce texte dans le sens des préconisations de la Cour? Je vous remercie. Merci Jean-François.
souhaitez qu'on traite l'ensemble des questions? Très bien. Donc je vais intervenir sur l'ensemble des questions, et puis ensuite je passerai la parole à Laurent Michel. Donc, sur les questions relatives en fait au protocole d'indemnisation de Fessenheim. Bon. Donc il y a une remarque générale sur le processus de négociation du protocole qui a été qualifié de chaotique par la Cour. Moi je voudrais juste rappeler ce qu'il en a été au sein de l'entreprise EDF. Donc en fait le conseil d'administration d'EDF, bien sûr, a examiné le projet de protocole d'indemnisation à chaque étape du processus, notamment d'ailleurs le 6 avril 2017, après qu'il y ait eu modification d'un premier projet pour tenir compte des observations de la Commission européenne, qui d'ailleurs a conclu qu'il n'y avait pas d'aide d'État dans le cadre de ce projet d'indemnisation. Et le conseil d'administration d'EDF a également approuvé, bien sûr, le projet final au bout du compte, donc le 20 septembre 2019, en tenant compte là aussi de nouvelles modifications qui provenaient de la consultation faite par la ministre de la Transition écologique et solidaire du comité des transactions prévu par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. En application des dispositions légales et des principes de bonne gouvernance, il faut rappeler que lorsque le conseil d'administration d'EDF a eu à se prononcer sur ce protocole, bien sûr, le représentant de l'État nommé par décret n'a pas pris part au vote, mais de même, les autres administrateurs nommés en Assemblée générale sur proposition de l'État se sont abstenus de voter. Par ailleurs, pour éclairer ces décisions, le conseil d'administration a pris soin de constituer un groupe de travail avec des administrateurs indépendants qui étaient en charge de suivre, bien sûr, les discussions entre EDF et l'État et d'examiner les termes et conditions du protocole d'indemnisation avant sa soumission pour délibération au Conseil. Donc, globalement, il nous semble que, du point de vue de la gouvernance du groupe EDF, de la préservation de ses intérêts en tant que société anonyme cotée, mais aussi en tant qu'entreprise publique, les choses ont été faites dans les règles et que le processus a été au contraire très bien géré et très ordonné. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question de l'appréciation du résultat, bon, nous considérons que le résultat obtenu, c'est une négociation complexe qui fait appel effectivement au jugement et qui doit trouver au bout du compte un équilibre raisonnable entre les différentes parties. Et nous considérons que cet équilibre a été obtenu et que le résultat de la négociation conduit à un protocole équilibré qui d'ailleurs est basé sur le préjudice réel subi, ce qui est un élément extrêmement fort de ce protocole, et non sur, comme on aurait pu l'imaginer, des indemnisations forfaitaires a priori qui auraient pu léser l'une ou l'autre des parties. Donc du coup, comme ça a été rappelé par la Cour, effectivement, il y a deux comment dirais-je, phase pour cette indemnisation. Une première phase d'indemnisation basée sur l'anticipation des coûts générés par la décision de l'État qui correspond à l'indemnité de 370 millions d'euros. Donc là, je note que d'ailleurs, il n'y a pas de discussion sur ce point puisque la Cour recommande que cette indemnité soit versée le plus rapidement possible à EDF. Et puis après, effectivement, il y a une indemnisation qui n'est pas prévue aujourd'hui, dont simplement les mécanismes sont fixés puisque, par exemple, en fait, elle fait, comment dirais-je, référence au prix futur de l'électricité et il nous a semblé préférable, effectivement, de pouvoir constater les prix futurs plutôt que de les extrapoler a priori. Donc du coup, il était prévu que de toute façon, il y a un groupe de travail qui puisse suivre et décliner le protocole pour cette deuxième partie de l'indemnisation potentielle. Bon, la Cour, si je comprends bien, propose de préciser ces mécanismes de suivi et de mise en œuvre par voie d'avenant. Toute précision est bonne à prendre à partir du moment où effectivement elle contribue à ce que l'exécution du protocole tel qu'il est rédigé, tel qu'il a été signé, se fasse dans les meilleures conditions. Sur la question concernant l'extension de la PPE à 15 ans, je ne sais pas si elle est posée à EDF, mais enfin je vous donne mon point de vue. Je pense qu'effectivement ça fait sens et que nous sommes sur une industrie du temps long. Je pense que aussi bien les industriels que l'État, que les territoires ont besoin de visibilité, que mettre en cohérence effectivement les différentes stratégies. Il a été fait mention de la PPE, mais aussi de la stratégie bas carbone. On pourrait ajouter également
le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Donc il serait souhaitable qu'effectivement l'ensemble en fait, de ces composantes qui sont des éléments de la décision soient instruits de manière cohérente et le plus possible simultanée. Donc bien sûr, avoir une visibilité sur le temps long nous paraît effectivement extrêmement favorable. Sur la question des coûts et des délais du démantèlement, alors dans la planche présentée par la Cour des comptes, il est présenté de manière un peu brutale une augmentation des coûts de 4,5 milliards d'euros sur la période 2013-2018 concernant EDF. De même, dans la planche suivante, un allongement des délais extrêmement significatif. Donc je voudrais juste signaler là-dessus que tout ceci provient finalement, effectivement, du changement de stratégie industrielle pour le démantèlement des réacteurs au graphite, qui constitue l'essentiel des réacteurs dits de première génération. Nous avons 6 réacteurs au graphite à démanteler sur les 9 réacteurs qui sont en cours de démantèlement aujourd'hui chez EDF. Et ceci, en fait, provient du fait que, à l'issue des études que nous avons réalisées en 2015, il s'est avéré que la stratégie initiale, qui était basée sur finalement une reprise de ce que nous savons faire sur les réacteurs à eau pressurisée, qui constitue la technologie actuelle, la technologie du parc actuel, donc là on parle d'une technologie complètement différente avec des problématiques complètement différentes. Donc ce que nous savions faire sur le parc actuel, et aujourd'hui nous sommes en train de terminer le premier démantèlement d'un réacteur à eau pressurisée sur le site de Chaux. Nous aurons fini dans 2 ans et nous réalisons ce démantèlement sans difficulté particulière. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas extrapoler ce qu'on peut dire sur les réacteurs au graphite aux réacteurs actuels. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et de fait, compte tenu de ce qu'on savait faire sur les réacteurs du parc actuel, on avait un petit peu extrapolé un peu rapidement, peut-être, ces technologies, donc sous eau, en fait, à la question des réacteurs graphites. Les études approfondies que nous avons menées nous ont conduit en 2015 à nous apercevoir qu'effectivement, ce n'était pas faisable, que ce n'était pas raisonnable de faire cela. Nous l'avons fait challenger par un groupe d'experts indépendants. Il y a un rapport de l'IRSN qui aboutit aux mêmes conclusions. Et par ailleurs, nous avons eu également des échanges avec l'autorité de sûreté nucléaire et sur la pertinence du changement de stratégie. Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui dans l'ensemble des parties prenantes qui se sont penchées sur le dossier. De ce fait, la nouvelle stratégie conduit à développer des technologies spécifiques pour le démantèlement de ces réacteurs, conduit de fait à des surcoûts et conduit aussi en fait à développer des nouvelles technologies. Alors ça c'est effectivement ce qu'on peut regretter du point de vue des coûts, mais d'un autre côté, je dirais c'est la réalité. D'un autre côté, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons 6 réacteurs au graphite en France, il y en a 40 par exemple en Grande-Bretagne. Donc, et nous sommes les premiers à nous attaquer à ce genre de démantèlement dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a encore démantelé de réacteurs graphite de puissance dans le monde. EDF est en avance sur ces développements technologiques. Et donc, effectivement, même si ça va correspondre à un investissement un petit peu plus important, il faut aussi concevoir que, et c'est d'ailleurs l'objet et l'esprit de la co-entreprise que nous avons mis en place récemment avec Veolia sur le sujet, cela peut tout simplement aussi être très bénéfique pour la France, puisque nous pouvons développer ainsi une technologie qui nous permet non seulement de faire ce que nous avons en responsabilité à faire chez nous, mais qui nous permettra de valoriser tout cela sur un marché du démantèlement qui, à l'échelle européenne, est en forte croissance et, comme je le disais, avec 40 réacteurs au graphite à démanteler en Grande-Bretagne. Sur la question des marges et incertitudes, et pour risques et incertitudes, bon, moi je dirais que les questions, là aussi c'est une question qui est matière à jugement. C'est important d'avoir des jugements d'experts et contradictoires et indépendants. Et de ce fait, moi je m'en référerai, pour ce qui concerne le parc en cours de fonctionnement, à l'audit indépendant qui a été commandité, si je me souviens bien, en 2014 par la DGEC. C'était un audit qui a été approfondi et assez long, qui a rendu ses conclusions en 2016. Et les conclusions de l'audit étaient globalement, nos provisions étaient d'un bon niveau, avec beaucoup de prudence par rapport aux comparaisons qu'on pouvait faire à l'international, et qu'en particulier, ils considéraient que les marges pour risques et incertitudes qu'on introduisait étaient tout à fait raisonnables. Ils nous demandaient simplement de les expliciter un peu plus, ce que nous avons fait en 2016 lors d'une évolution de nos traductions comptables. Pour ce qui concerne le périmètre de provisionnement, je pense que c'est peut-être là où on a une différence d'appréciation un peu significative avec la Cour.
Je voudrais juste rappeler quand même, pour pouvoir situer la question, le système de sécurisation financière dans lequel nous inscrivons aujourd'hui et qui provient en fait de la loi de 2006. Donc ce système de sécurisation financière, d'une part, il nous oblige effectivement à évaluer avec prudence et avec toutes les marges possibles et raisonnables nos charges futures de démantèlement. Il nous conduit à établir sur cette base-là des provisions en utilisant un taux d'actualisation qui lui aussi doit être prudent. Je rappelle que le taux d'actualisation que nous utilisons et dont le plafond est réglementé nous conduit par exemple en fin d'année 2019 à avoir considéré un taux d'actualisation de 3,7%, sachant que la rentabilité de nos actifs dédiés qui garantissent effectivement les provisions, la rentabilité de nos actifs dédiés depuis 2004 est globalement de 6%. Donc ça veut dire que quelque part, nous prévoyons pour le futur une rentabilité de 3,7% quand la rentabilité constatée sur les 15 dernières années est de l'ordre de 6%. Donc là, un facteur de prudence supplémentaire. Et puis enfin, au 31 décembre 2019, eh bien, les actifs dédiés que nous constituons spécifiquement, et d'ailleurs je dois rappeler que nous sommes un des rares pays européens à faire cela, les actifs dédiés que nous constituons spécifiquement pour garantir les provisions, aujourd'hui couvrent ces provisions bien au-delà de 100%, puisque l'année dernière, en fin d'année dernière, nous avions un taux de couverture de 105,5%. Voilà, donc nous ne sommes pas dans la situation où nous serions sous couvert et il nous faudrait un peu de temps pour rattraper, mais nous sommes aujourd'hui, au contraire, sur couvert par rapport à nos strictes obligations. Alors après, sur la question du périmètre de provisionnement, comme vous l'avez signalé, aujourd'hui, nous appliquons les règles et l'arrêté de 2007, de même que les normes comptables, qui nous imposent de provisionner un certain nombre de charges, qui sont les charges nécessaires pour éteindre nos obligations relatives au démantèlement. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Nous appliquons bien ce qu'il faut appliquer. Ensuite, on peut se poser effectivement la question, c'est ce que fait la Cour, d'étendre ce périmètre à des charges de période. Vous l'avez signalé, des charges de période, ça veut dire charges qui ne se provisionnent pas, d'ailleurs. Bon. Donc on peut dire, voilà, d'habitude on ne provisionne pas des taxes, est-ce qu'on pourrait parfois provisionner des taxes? Et là, je pense qu'il y a un raisonnement économique sous-jacent basé sur des flux de recettes et de dépenses qui pourrait être pertinent si on avait une société qui détenait un seul réacteur nucléaire et qui allait fermer, mais qui, à l'échelle d'une entreprise comme EDF, qui contient plusieurs actifs nucléaires, mais pas que, devient nettement moins justifié. Donc globalement, de notre point de vue, à partir du moment où on fait le bilan des recettes et des dépenses à l'échelle de l'entreprise EDF, avec des actifs nucléaires, dont d'ailleurs la loi ne dit pas que ces actifs doivent décroître pour fermer tous, ce n'est pas la cible qui est donnée, vous avez rappelé la cible de 50%, plus le fait que l'entreprise ait d'autres activités, ça veut dire qu'on revient en fait finalement dans un schéma d'entreprise tout à fait normal. Et moi je voudrais juste attirer l'attention du fait que si jamais on envisageait cette évolution, il faudrait sans doute faire une étude d'impact sur d'autres entreprises, y compris dans d'autres secteurs industriels, parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entreprises pourraient se retrouver dans des situations comparables du strict point de vue économique et financier, et je ne sais pas si cette obligation serait tout à fait satisfaisante et justifiée du point de vue de l'économie, de l'intérêt des sociétés. Voilà. Merci, M. Jean-Denis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, en reprenant le même ordre et par rapport... Non, en reprenant le même ordre par rapport aux questions du sénateur Husson, redire donc sur le processus et le protocole d'indemnisation de Fessenheim. Il a effectivement été adopté d'une part par la gouvernance d'EDF, mais dans le cadre du respect des gouvernances d'État, dont les lois récentes qui nécessitent un avis du comité ministériel des transactions au-delà d'un certain montant. Au-delà de ça, dans la préparation, nous avons été accompagnés par différents conseils juridiques et financiers. Et puis 2 fois, le protocole a dû être notifié, Jean-Michel Granger a dit, à la Commission européenne pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une aide d'État. Première fois autour des 2007, et puis dans sa deuxième version, tout récemment. Par rapport à vos questions précises, nous n'avons
pas le souhait ni l'intention de revenir sur l'économie générale du protocole. Par contre, comme il a été proposé par la Cour des comptes, un certain nombre de modalités d'application peuvent nécessiter encore, je crois que EDF l'a dit, le partage des précisions. Et cela, un avenant peut tout à fait y pourvoir. De même, nous partageons au niveau de notre ministère l'idée que solder en une fois pour toutes le versement de ce qui reste d'indemnité, il y a déjà eu un premier versement, puis il était prévu des tranches, d'une part solderait la question de la part fixe, et puis ferait une dépense globale un peu moindre. Évidemment, l'annualité budgétaire nécessitera qu'on trouve une solution, si on veut le faire en 2020 ou 2021, différente de celle qui est aujourd'hui inscrite dans les trajectoires, puisque le budget est voté annuellement, et donc il faut sortir un peu plus d'argent en une fois, mais par contre un peu moins au global. Mais je crois que là, on peut partir. Vous avez posé la question des collectivités. Je peux reconfirmer que sur le FNJ, c'est un sujet identifié et qui en fait est une problématique générale sur la fermeture de sites industriels. Finalement, ce mécanisme par lequel des collectivités, on va dire, favorisées et par des recettes importantes et qui contribuent à une solidarité en versant une partie de taxes globalement, se retrouvent à continuer à les verser alors que la source est en train de disparaître. Et ce n'est pas un cas Fessenheim, c'est un cas plus général de fermeture de sites industriels. Probablement que ce gros arrêt sur un cas emblématique révèle quelque chose de plus général. On y travaille, ça a été dit, en lien avec le ministère de la Cohésion du territoire, Mme Gouraud l'a dit, régler cette question, et on vise la loi de finances 2021 à le présenter en projet de loi de finances pour qu'ensuite, si le Parlement le valide, cette question qui a l'air très logique, dont la logique n'échappe à personne, puisse être réglée. Alors après, ça nécessite quand même, évidemment, qu'on fasse bien l'expertise. Sur l'accompagnement des collectivités, au-delà de ce sujet du FNJ, je rappelle qu'un protocole d'accompagnement a été mis en œuvre avec à la fois la mobilisation de moyens supplémentaires déjà identifiés à hauteur de 10 millions d'euros, plus un certain nombre de projets accompagnés par des moyens de droit commun. Cela n'épuise pas l'ensemble de ce qui doit être fait, dont la recherche de projets industriels, création d'emplois. Pour citer, mais c'est pas parce qu'il est à côté de moi, le voisin de EDF, un des projets, et l'État l'accompagnerait, c'est ce qu'on appelle, je crois, le technocentre de valorisation de déchets très faiblement radioactifs, qui serait et qui, en plus, au-delà d'être serait par une installation très innovante. Évidemment, son accompagnement n'est pas inscrit dans le protocole, puisque ce protocole inscrit une première phase d'accompagnement, mais que soit ce projet ou d'autres, l'État ne sera pas en reste pour l'accompagner. Nous avons d'ores et déjà des échanges importants avec EDF sur l'économie générale de ce que pourrait être ce projet et les besoins. Comme pour tout autre projet industriel, c'est pas parce que c'est EDF, il serait fait par un autre. On aurait le même genre de débat, quel pourrait être son accompagnement dans le respect, par ailleurs, des aides d'État, etc. Donc c'est un sujet évidemment extrêmement important. Sur le deuxième volet, sur les questions d'anticipation, de vision long terme du mix électrique, je voudrais redire sur la PPE. Effectivement, de manière législative et réglementaire, elle est prévue pour une période de 10 ans, que néanmoins, d'ores et déjà, sur le volet électrique et en particulier nucléaire, elle va, en termes de projection des besoins de consommation et d'évolution du parc, sur la spécificité du 50% à 2035 fixée par la loi, elle donne une indication assez ferme, pour le moins qu'on puisse dire, avec les 14 fermetures, dont une bonne partie dépasse la limite de la PPE qui est 2028. Et donc, parce qu'effectivement, la loi ayant dit que, après les réflexions, montrait qu'il était impossible de respecter impossible et inopportun de respecter la première loi qui disait 50% en 2025, une fois qu'il a été dit 50% ne peut être fait qu'à 2035, on a quand même d'ores et déjà dans cette PPE, même si réglementairement elle ne va que jusqu'à 2028, prévu ces éléments. Plus globalement, sur cette vision prospective et l'aspect aussi association du Parlement, je vous rappellerai que à l'initiative, en particulier parlementaire, dans le cadre du vote de la loi énergie-climat, des amendements ont
fait en sorte que la prochaine PPE et la prochaine stratégie nationale bas carbone seront cadrées par une loi revue tous les 5 ans. Il y aura tous les 5 ans une loi quinquennale sur l'énergie et le climat qui prédéterminera encore plus largement que ce qu'il y a déjà aujourd'hui dans le Code de l'énergie le contenu de la PPE. Donc on va bien vers cette association plus forte du Parlement. Bon, évidemment, par contre, cela s'applique à la prochaine PPE. Là, nous, comme vous savez, nous sommes dans un processus où on l'a fini, puisqu'elle est en consultation. La consultation du public est finie et un décret devrait être publié au mois de mars. Et redire aussi qu'on l'a d'ailleurs dit au moment où, il y a quelques jours, à la conclusion que donnait l'État suite au débat public sur le plan national de gestion de matières et des déchets radioactifs, qu'effectivement, on a bien l'intention, et puis cela maintenant on va élaborer le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui lui aussi révisé périodiquement, de bien prendre en compte dans le plan les implications de la stratégie globale de la PPE, et que tout ça doit rouler en même temps. Et d'ailleurs, je crois que vous avez passé récemment au Sénat la loi ASAP, où c'est en cours, mais cet article-là, est passé, qui porte justement aussi, alignerait la périodicité du PNGMDR sur 5 ans, en visant tous les 5 ans, comme la PPE. Donc on vise bien à articuler ces questions génération de déchets en fonction des stratégies, démantèlement et PPE. Pour finir sur coût et stratégie de démantèlement rapidement, donc vous avez posé les questions sur accélérer les délais, réduire les coûts. Sur les délais, effectivement, les délais de prise des décrets de démantèlement qui sont préparés par l'ASN sur la base des demandes des exploitants et ensuite signés par le gouvernement. Nos collègues de la Direction générale de la prévention des risques et l'ASN travaillent à une optimisation des procédures, ce qui permettrait de raccourcir, tout en se disant quand même que quand on signe un décret de démantèlement, ce n'est pas juste un petit arrêté qu'on prend sur une petite installation. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre entre les faire peut-être un peu plus vite, mais en leur gardant le caractère précis que les uns et les autres peuvent vouloir, je pense, y compris les exploitants. Sur la réduction des coûts, je pense qu'il faut aussi qu'à la fois on tienne compte, comme a dit M. Granger, de la réalité, et puis qu'on avance. Si des innovations se développent, comme la valorisation de certains déchets, d'une partie extrêmement encadrée et minimale de déchets, évidemment, ça réduirait les coûts. Pour finir sur la sécurisation de ces process, quand même, rappeler globalement qu'il y a des charges de long terme couvertes, donc provisionnées et couvertes par des actifs, qu'il y a un processus régulier d'audit. Il y a eu l'audit dit Dampierre qui auditait les coûts de démantèlement de réacteurs type à eau pressurisée, mais il y a eu aussi pour Orano, par exemple, l'audit. On a audité le coût du démantèlement de l'usine Eurodif Georges Besse 1. Il y a eu des audits sur le CEA, et il y a un audit qui est en cours d'ailleurs pour auditer le coût de démantèlement de ces fameuses UNGG. On devrait avoir les résultats fin 2020, et régulièrement, chaque année, 1 ou 2 gros audits pour bien avoir une vision indépendante, qu'on rediscute avec les exploitants, ils disent oui, il faut prendre plus de marge. Enfin, sur toutes vos questions, les marges, tout, je crois qu'on a un processus qu'on essaye de rendre robuste et contradictoire. Pour finir, la dernière question de solution était par rapport, je crois, à l'évolution des réglementations d'encadrement de ces charges et provisions. Effectivement, on va vers d'abord une évolution, entre autres, sur l'encadrement en cohérence avec ce que propose la Cour des comptes, des taux d'actualisation, des formules déjà peut-être plus stables et plus prévisibles et basées sur les taux réels et non pas sur un taux additionnel à une inflation qu'on aurait du mal à prévoir. On ira aussi vers une possibilité, quand on est en sous-couverture, ce qui a été le cas parfois, pas pour EDF, mais par de revenir sous 5 ans, mais évidemment aussi avec un encadrement. C'est pas 50 blanc-seing, ça peut être encadré. Et puis le débat sur diverses dépenses qui en préparation de démantèlement ou impôts et taxes, on compte le finaliser en 2020, dans un sens que je ne saurais vous dire aujourd'hui, mais effectivement, on voit bien qu'il y a des questions qui se posent. Je ne dis pas qu'il faut les régler pour la nuit des temps, mais il faut les régler. Ce serait notre intention d'aller au fond de l'examen de ces questions et de les solder en 2020 par éventuellement une évolution de l'arrêté qui liste ce qu'on doit couvrir. Voilà ce que je peux dire, peut-être trop lentement, mais le sujet est vaste.
C'était l'audition au Sénat sur le démantèlement des centrales nucléaires en France. En s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes, les sénateurs ont dénoncé le coût très élevé pour l'État de ce démantèlement, ainsi qu'un manque de visibilité dans la stratégie. Tout de suite, vous retrouvez Allons plus loin, votre émission de débat politique et parlementaire présentée par Rebecca Fitoussi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Public Sénat.